Aujourd'hui, on va parler voitures, et plus précisément, les voitures qu'on détruit au cinéma. Ça peut faire mal au cœur de voir des belles voitures comme ça partir en fumée. On peut se demander, est-ce que c'est bien raisonnable de casser de si beaux objets qui font rêver des passionnés et qui coûtent une fortune ? Ben ouais. C'est raisonnable, et je vais vous expliquer pourquoi. On va voir d'où viennent les véhicules utilisés au cinéma, comment on les prépare, et surtout pourquoi c'est ok de les détruire en ayant la conscience tranquille. Mais on va voir que du coup, ça pose d'autres problèmes pour le tournage. Ça glisse, c'est dur, c'est très dur. On est sur le tournage de GT Max. On tourne une scène de braquage, 2 voitures qui transportent des diamants s'arrêtent au milieu d'un carrefour, et 2 voitures béliers les emboutissent. On va faire une percussion, une double percussion, donc 2 voitures qui percutent chacune une voiture en sens inverse. Il y en a une qui fait un salto et l'autre qui est écrasée contre un camion. Bon, on va décortiquer toute cette action en plusieurs plans. Pour commencer, en guise de voiture bélier, on a 2 SUV de la même marque et du même modèle. En théorie, ça permet de faciliter les choses pour être synchro, car on veut que les 2 collisions aient lieu au même moment. Mais en pratique, ça se passe pas vraiment comme ça. Et on arrive au sujet principal de cette vidéo, la provenance des véhicules. Ces 2 voitures ont été achetées d'occasion par la production, et elles ont beaucoup de kilomètres au compteur, du genre plusieurs centaines de milliers. Donc a priori, c'est très bien, les voitures sont en fin de vie, on propose de s'en débarrasser en beauté, ça coûte moins cher à la production, et ça soulage la conscience de tout le monde de pas casser des belles voitures toutes neuves. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un geste éco-responsable, mais en tout cas, on assume le fait de les détruire sans avoir la culpabilité de se dire qu'elles auraient pu encore servir. Non, ces voitures, elles sont en fin de vie. On leur a juste refait une petite beauté en peinture, et ça suffit pour donner l'impression qu'elles sont neuves à l'image. Mais du coup, le problème c'est que sur les 2 voitures, il y en a une qui est vraiment au bout du rouleau, et elle n'a plus aucune puissance. Elle accélère pas du tout. Pour que vous compreniez bien le problème que ça pose, il faut que je vous explique comment travaillent les cascadeurs. On a au centre nos 2 véhicules cibles, et de chaque côté, on a les 2 voitures qui vont les percuter. Sur ces 2 voitures, on rajoute des harpons qui permettent d'embrocher les véhicules percutés, et ça permet de s'assurer qu'elles forment un T en les poussant. Comme ça, on est sûr que les voitures vont pas se faire pousser sur le côté comme ça. L'autre modification qui a été faite, c'est que les cascadeurs ont renforcé toute la face avant pour éviter qu'elles s'écrasent sous l'effet du choc. Normalement, les voitures sont faites pour se plier lors d'un crash, afin d'absorber la force de l'impact et préserver les occupants du véhicule. Donc c'est super pour la sécurité dans la vie de tous les jours, mais ça, les cascadeurs, ils préfèrent s'en passer, pour 2 raisons. La première, c'est le spectacle. Quand on rigidifie les voitures, la percussion est bien plus violente visuellement, plus impressionnante. La deuxième raison, c'est que ça permet potentiellement de préserver la voiture et de lui permettre de refaire un essai si jamais la première prise ne fonctionne pas. Et faut pas vous en faire pour le cascadeur, certes il se prend un impact plus violent, mais il est équipé de protections spécifiques. Et aussi, les airbags sont toujours désactivés par les cascadeurs, parce que ça les embête plus qu'autre chose. Ah, et tant qu'on est dans la préparation des véhicules, les 2 voitures percutées, elles aussi elles sont préparées. On leur a enlevé le moteur, tout simplement pour les alléger, comme ça elles sont poussées facilement et elles sont bien équilibrées, toujours dans l'idée de garder cette fameuse forme en T après la percussion. Enlever le moteur d'un véhicule, c'est une opération très courante sur les scènes d'action. Dès que la voiture n'en a pas besoin, on réfléchit pas, on l'enlève. C'est du poids gagné facilement, et puis ça permet potentiellement de récupérer des pièces. Sur Belle Perdue 3, dont on va parler plus tard dans la vidéo, il y avait carrément un pan de mur entier qui était rempli de moteurs qui avaient été retirés des véhicules. Actuellement, on est déjà à 4 moteurs, même 5 moteurs. On a 3 Renault et un Seat, un Mercedes. Je pense que c'est pas le dernier, il y a de quoi s'amuser, voilà. Bon, on revient à notre crash sur GT Max. Sur le côté de la route, au niveau du point de percussion, on a David Julien, le coordinateur cascade, qui doit synchroniser les 2 voitures pour qu'elles tapent au même moment. L'outil de travail principal du coordinateur, c'est un chronomètre. Et c'est très simple en théorie. Il fait d'abord passer les 2 véhicules l'un après l'autre, à des vitesses précises, et il regarde combien de temps ils mettent à arriver. Et ensuite, il ajuste leur position de départ pour qu'ils se rencontrent au bon moment. Sauf que le véhicule endommagé a tellement pas d'accélération qu'il faut énormément reculer son point de départ pour qu'il prenne assez d'élan. Et en plus, on donne 2 top départs différents. Un premier pour le véhicule qui part de loin, et un second pour le véhicule qui est tout proche, et qui a de la puissance, lui, et qui va arriver bien plus vite. Plus personne ne bouge, s'il vous plaît. Moteur commandé. Départ dans 5 secondes. 3, 2, 1, go. 2, 1, go. Mais le problème, c'est que quand on augmente les distances, on augmente aussi le temps que met la voiture à arriver, et donc on augmente la marge d'erreur. On est moins précis, le moindre écart par rapport au timing prévu est démultiplié. Et l'effet direct, c'est celui-là. Les 2 percussions, au final, sont légèrement décalées, alors qu'elles auraient dû être complètement simultanées. Alors,
c'est pas un problème en soi, ça a quand même plu au réalisateur. Et ça permet de dilater un peu le temps en dissociant les deux percussions. Donc tout finit bien, ça donne encore plus de possibilités au montage. Mais je me souviens avoir vu les cascadeurs un peu frustrés de ne pas avoir été parfaitement synchro, à cause de ces véhicules qui sont en fin de vie. Le décalage il est pas énorme. En vrai. Ouais, mais Ça fait 1, 2. Après cette percussion initiale, la scène elle n'est pas encore finie. Il faut encore tourner le tonneau de la voiture percutée. Pour faire ça, on remplace sa carcasse par une autre voiture préparée à l'avance, avec un canon à gaz à l'intérieur. Là aussi, cette autre voiture, c'est une épave dont on a retiré le moteur. Et puis on lui donne des petits coups de tractopelle pour lui faire des dégâts qui ressemblent vaguement à ceux qu'on vient de causer sur les autres véhicules. On remplace aussi la voiture bélier par une voiture identique, qui a été préparée par l'équipe des effets spéciaux elle aussi, et qui est équipée d'un support qui permet d'attacher l'autre voiture. 3, 2, 1, go! Et rebelote pour l'autre voiture percutée qui doit être poussée contre un camion. Celle-là aussi, on la remplace par une nouvelle voiture, mais pour une autre raison. La percussion l'a trop endommagée alors qu'on a besoin que le passager survive à l'intérieur. Donc on prend une voiture en bon état et on lui donne quelques coups de marteau pour qu'elle soit un minimum raccord. Et ensuite, on peut la pousser dans le camion. Ah au fait, ça c'est un plan making-of à la base, et moi j'étais là que pour filmer les coulisses, pas le film lui-même, mais ils ont vu que j'avais tapé l'incruste gentiment avec mes GoPro dans les habitacles, donc ils m'ont demandé de leur envoyer les images, et ils ont utilisé cette prise telle quelle, même en gardant le son original du cascadeur qui crie, et il s'est fait pas mal chambrer par ses collègues pendant un moment après ça. Le coup de la vieille voiture d'occasion complètement à l'agonie, c'est une histoire que les cascadeurs ont aussi vécu sur le tournage de Haka. On est encore sur une scène d'embuscade avec une voiture qui vient emboutir une camionnette sur le côté à un carrefour. Écoute, on a des jouets, on les casse, hein. Et donc cette voiture, c'est simple, elle est bonne pour la casse. Elle est tellement vieille qu'elle accélère de manière irrégulière. C'est pas qu'elle est tout le temps lente comme la voiture de GT Max, c'est que des fois elle va bien fort, des fois elle galère, et des fois c'est un petit peu entre les deux. Et ça perturbe tous les timings. Dans ces conditions, ça devient très dur d'arriver pile au bon moment, car il n'y a pas deux accélérations similaires. Lors d'un essai, le cascadeur va mettre 9 secondes à arriver, et lors de l'essai suivant, il va mettre 9 secondes et demie. Et une demi-seconde d'écart pour une percussion très précise qui se joue au 10e, c'est énorme. La voiture doit percuter l'arrière de la camionnette. Si elle arrive trop tard, elle la rate. Donc à la rigueur, c'est pas grave, on recommence. Mais si elle arrive trop tôt, elle percute l'autre cascadeur dans son habitacle. Et ça, c'est pas possible. Et par-dessus tout ça, le cascadeur ne peut même pas se repérer visuellement par rapport à l'autre véhicule. La collision se fait à l'aveugle, vu qu'il y a des constructions qui bloquent la vue sur l'autre route. Donc le pilote ne peut pas voir l'autre véhicule. Départ dans 5 secondes. Et 3, 2, 1, go! Donc la solution, elle se joue dans la tête du cascadeur. Donc là, j'ai fait appel à mon chronomètre interne, j'ai compté ma prise d'élan pour être sûr de pouvoir jauger le point d'impact. Mais c'était pas évident parce que, comme tu as vu, impossible de le voir arriver. J'ai lâché, remis, je l'ai fait décoller et là il est parti. Ça va, j'y vais? Bah voilà, tu vois, il y a des gars qui ont fait des renforts là, et bah ça a tenu. Je sais pas qui. Ah bah c'était moi, je me rappelle plus. On continue dans la série des véhicules d'occasion avec la trilogie Balles perdues. Dans les deux premiers films, le véhicule star, c'est la Renault 21 2 litres turbo. Là aussi, c'est une vieille voiture, forcément, vu qu'elle est sortie dans les années 80, mais auprès d'un public de passionnés, c'est un modèle mythique et elle a sa propre bande de fans. Il existe des rassemblements de Renault 21, il y a des groupes Facebook dédiés à la Renault 21. Dans un sens, c'est un peu devenu une voiture de collection. Et le problème, c'est que déjà, dans le premier film, ils en ont cassé pas mal. D'ailleurs, petite anecdote, la voiture qui brûle dans ce plan-là, c'est exactement celle qui a été utilisée pour camping avec Franck Dubosc. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette histoire. Bon bref, pour le deuxième film, il y a encore moins de Renault 21 disponibles sur le marché, et puis le premier film ayant fait des dizaines de millions de vues sur Netflix, ça a un petit peu joué sur la cote de popularité de la voiture auprès des connaisseurs, et les prix ont aussi un petit peu grimpé. Donc il a fallu les payer plus cher, les réparer, les accessoiriser et les équiper. Et on a vraiment changé tout ce qu'on pouvait changer, mais tout en gardant une esthétique quand même assez minimaliste. Il y a un frein hydraulique pour les cascades, le levier de vitesse il a été changé. On a fait donc tous ces petits cadrans ici qui sont contrôlables. Ici, il a accès à ses batteries.
Mais malgré toute cette phase de préparation, il a fallu plus que jamais composer avec des vieilles voitures, très fatiguées, qui tombaient tout le temps en panne. Et il y en a un qui en a pas mal pâti, c'est Alban Lenoir. En général, le tournage d'une scène de poursuite, ça se passe comme ça. Là, il faut faire un dérapage dans un canal, par exemple. Même si Alban peut conduire, on envoie d'abord le cascadeur pour faire quelques prises. Ça permet de répéter la manœuvre, de bien caler la position des caméras, de repérer les lieux, et surtout de sécuriser des images et d'être sûr de ne pas repartir bredouille. Ensuite, on remplace le cascadeur par Alban, pour avoir la plus-value de l'acteur au volant, avec le confort d'avoir tout préparé pour lui avant. Tout le monde autour sait déjà quoi faire, on ne change que le pilote. Le problème, c'est que juste avant, la voiture a été très sollicitée par le cascadeur, et très vite. Et ça, c'est arrivé assez souvent sur ce tournage, et c'est souvent tombé sur Alban. J'avais dit qu'il me l'a niqué. Tu vois, voilà, je l'ai, elle est morte. À chaque fois, il faut évacuer la voiture en panne, ramener un autre exemplaire, et réparer la voiture le plus vite possible pour les jours suivants. Et évidemment, dans ce genre de cas, Alban roule beaucoup moins que prévu. Et ça joue aussi sur le comportement des cascadeurs. Quand plusieurs voitures tombent en panne et qu'il n'en reste plus qu'une seule, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc les cascadeurs doivent faire de la gestion et aller à l'économie. Ils sollicitent moins le véhicule, ils le préservent pour être sûrs de pouvoir terminer la journée. Au final, j'en connais certains qui étaient très soulagés de se débarrasser de cette voiture à la fin du tournage. Bon, t'arrives et tu fais... Tu vois, voilà, c'est que tu le fasses pas hyper speed en fait. Voilà. Ni trop lent non plus. Hein. Ah ouais, tout doucement quoi. Bah, pas tout doucement. Ému, non, soulagé, content, terminé les Renault 21 et c'était magnifique. Pas de Renault 21 dans le froid ? Non. Pour balle perdue 3, la voiture principale, c'est une Alpine. Et là, on rentre vraiment dans ce dont je vous parlais en début de vidéo. Vous savez, les voitures qui coûtent cher et qu'on coupe en deux. Quand Alban et les cascadeurs ont appris qu'ils allaient conduire des Alpines à 110, ils se sont dit « Chouette, une voiture de sport récente, de super qualité, on va pouvoir s'amuser sans tomber en panne. » Non, une Alpine à 110, c'est vraiment une super voiture, bien faite, fiable, mais neuve, c'est 70 000 € minimum. Et il en faut 4, donc on va pas prendre des neuves, et pas des neuves du tout. Au lieu de ça, la production fait quelque chose de beaucoup plus malin, elle noue un partenariat avec le constructeur qui lui met à disposition des véhicules gratuitement. Il n'y a pas d'argent qui circule, c'est juste un prêt de véhicule, un échange de bons procédés quoi. La production a des véhicules gratuits, et le constructeur est bien mis en avant dans le film. Mais les véhicules qui sont prêtés, ce sont ce qu'on appelle des mulets. Un mulet, en gros, c'est un véhicule d'essai. Il a été produit par le constructeur, mais il n'a pas été commercialisé. Il a totalement été sorti du circuit de vente. Souvent, il n'est même pas immatriculé, et donc il n'a pas le droit de rouler sur la route. Et c'est pour ça que ce véhicule est acheminé sur le tournage avec des transporteurs, car il n'y a aucune autre solution légale. Il a servi à faire des tests soit avant que la voiture sorte, pour valider son fonctionnement, soit après la sortie, pour faire de la recherche et développement, essayer des nouveaux équipements, etc. Ça arrive régulièrement que des constructeurs essaient des morceaux de nouvelles voitures sur les châssis des anciens modèles pour tester en conditions réelles, plutôt que d'attendre d'avoir une voiture complète qui est entièrement prête. Bref, vous avez capté l'idée, ce sont des véhicules sur lesquels on a fait des expérimentations un peu bizarres, on les a désossés plusieurs fois, on les a trifouillés en mode Frankenstein, et on les a remis vite fait dans leur état d'origine avant de les envoyer à la production du film. À la réception des 4 Alpines, les cascadeurs ont pu un petit peu deviner ce qu'elles avaient vécu. Déjà, ils ont pu voir que les voitures avaient été entreposées sous des arbres pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, en attendant de leur trouver une utilité finale. Par exemple, les donner pour un film. Et au début, il y en avait 2 qui ne démarraient pas. Rien de grave, c'était juste des histoires de filtres à changer, mais ça montrait que les voitures n'avaient pas roulé depuis longtemps. Et en fouillant un peu plus, ils ont vu que des petits éléments, par-ci par-là, étaient montés un petit peu bizarrement. Des éléments de porte, des tuyaux, des câbles, tout était un petit peu enfoui. La théorie des cascadeurs, c'est que ces véhicules ont servi à former des mécaniciens pour leur apprendre à effectuer des opérations de maintenance et de démontage-remontage. Et dans ce genre de contexte scolaire, en général, on se retrouve à un moment ou à un autre avec des pièces montées à l'envers. Mais une fois que les voitures ont été remises en état, elles ont très bien fonctionné tout au long du tournage. Elles ont même beaucoup plus résisté que prévu. La seule difficulté avec ce genre de voitures récentes, c'est qu'elles sont bourrées d'électronique qui rend la conduite très stable, très sûre, mais ça empêche les cascadeurs de faire tous les dérapages qu'ils veulent. Donc ils ont dû désactiver au maximum ces aides à la conduite, avec un petit coup de pouce du constructeur qui leur expliquait comment faire, car c'est clairement pas quelque chose qui est prévu, qui est censé être fait sur une voiture de série qui roule sur route ouverte. Donc au final, ils ont obtenu des voitures très joueuses pour faire plein de jolies choses, mais forcément, c'est venu avec des contraintes.
Dans une précédente vidéo, j'ai un petit peu chambré Alban parce qu'il avait envoyé l'Alpine dans un trottoir, mais c'était pas vraiment sa faute. Sans électronique, dans une voiture qui est faite pour en avoir, le freinage devient parfois très piégeux et parfois imprévisible. Alors, je suis pas mécanicien, mais en gros, de ce qu'on m'a raconté, les freins se sont bloqués alors qu'Alban avait à peine effleuré la pédale. Un cascadeur aurait probablement pu rattraper la voiture, mais c'est normal qu'un profil moins expérimenté n'y soit pas arrivé. L'Alpine, elle finit en beauté dans Balles perdues 3. Et on a prévu de vous parler de ce crash très complexe dans le documentaire qu'on prépare sur les cascadeurs et sur les effets spéciaux de plateau. Le documentaire s'appelle Une seule prise, car pour ce genre de cascade, on n'a pas le droit à l'erreur et on ne peut la faire qu'une fois. Ça dure 1h25, ça raconte plein de choses et j'ai vraiment hâte qu'on le sorte. Sauf qu'on est encore en train de le finaliser et on va d'abord le présenter dans des projections privées avant de le diffuser globalement, donc je sais pas encore quand est-ce qu'il va sortir publiquement pour de bon. Ça dépend pas que de moi. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de pas rater le moment où ça sortira, et en plus, moi, ça m'aide énormément si vous faites ça, tout comme les likes, les commentaires, tout ça. Les mulets, on les retrouve partout dans les Balles perdues. Il y a eu un gros partenariat entre le producteur des films et Renault, et c'est pour ça qu'il y a des Renault de partout. Et je sais que c'est de temps en temps un reproche que certains font à ces films, des Renault chez les méchants, des Renault chez les flics, il y a même un pick-up Renault dans le premier film, un véhicule plutôt destiné au marché américain, mais qu'ils espéraient vendre en France. La logique, elle est simple. Renault propose de filer des véhicules, donc le producteur du film prend tout ce qu'il peut. Les films ont des budgets très serrés par rapport à leurs ambitions, donc dès que le producteur peut profiter des voitures gratuites, il cherche pas à comprendre, il le fait. Et c'est pas grave si le monde dans lequel se déroule le film est rempli de Renault, tant que ça convient au réalisateur. Il y a même des camions Renault Trucks dans Balles perdues 3. Là encore, des mulets. Sauf que Renault Trucks n'a plus rien à voir avec Renault. Depuis quelques années, Renault Trucks appartient uniquement à Volvo, suite à des histoires de fusion avortée, de revente de parts, de changement de nom, bref. Renault et Renault Trucks, plus rien à voir. Ce sont deux partenariats différents avec la production, mais c'est vrai qu'au final, ça rajoute encore plus de logo Renault dans le film. Pour la petite histoire, sur les deux camions fournis par Renault Trucks, il y en a un qui a été détruit sur une cascade de Balles perdues 3, normal, et celle-là aussi, je peux pas trop vous la montrer parce que c'est un moment très important de notre documentaire à venir, mais à la fin du film, il y a donc le deuxième camion qui a survécu. Et donc, il n'y a pas de petites économies. Ce camion, il a été gardé très précieusement, et il a pu être réutilisé sur le film suivant du producteur, Les Orphelins. Et là, il a bien été détruit pour le coup. Vu qu'on parle de destruction des véhicules, ça me permet de vous parler de ce qu'on fait des mulets après le tournage. Un mulet, il est seulement prêté à la production. Il n'est jamais donné. Donc après l'avoir utilisé, la production doit le rendre impérativement au constructeur. Je crois même que c'est une contrainte légale. Et peu importe dans quel état il est, même s'il est coupé en deux. Mais il y a un véhicule que la production de Balles perdues 3 a dû rendre intact, c'est celui-là. Là, on n'est plus du tout sur un mulet. La voiture, c'est une Mercedes classe G qui a été préparée avec un kit carrosserie et il n'y a pas eu de partenariat avec le constructeur. Il a donc fallu acheter deux voitures pour tourner les poursuites, sauf que il y a eu du retard dans la livraison. Donc pour les premières scènes du film qui ont été tournées, il a fallu louer une troisième voiture en urgence et lui mettre un covering pour qu'elle soit de la bonne couleur. Et c'est aussi cette voiture qui a été utilisée sur le plateau LED dont on vous a parlé avec Bastien il y a quelques semaines. Et voilà donc pourquoi il y avait des protections tout autour du véhicule à ce moment. On n'avait pas le droit de l'abîmer vu qu'il fallait le rendre. Donc il a fallu y aller doucement sur les frottements avec l'autre voiture sous le regard anxieux du producteur. Vous n'avez pas le droit de la casser, Samuel ? L'hélico. Enfin, on n'a pas le droit. On a tous les droits, tu vois. C'est juste une question d'argent. Tout ça pour qu'au final ce bout de scène soit coupé au montage. Et les deux autres voitures utilisées lors des scènes de poursuite, là encore, elles étaient très vieilles, avec beaucoup de kilomètres. Il y en a une des deux qui est tombée très vite en panne, donc elle n'a pas été utilisée du tout. Elle a tout de suite été mise de côté pour être ensuite envoyée dans le vide par l'équipe des effets spéciaux. C'est donc la deuxième voiture qui a été utilisée pour toutes les poursuites du film, avec un nouveau problème assez rigolo, il y avait une latence de 2 secondes à l'accélération. Le cascadeur appuyait à fond sur l'accélérateur, et il fallait attendre 2 secondes avant que la puissance arrive vraiment dans les roues. Le moment où c'était le plus compliqué, c'était sur ce dérapage. Ça glisse, c'est dur, c'est très dur. Puis le véhicule avec toutes les grilles, le masque en plus, donc on n'a pas trop de visibilité, il y a les piétons qui traversent les cascadeurs, ça passe très près. Donc faut être vigilant, mais ça va. Et donc vu qu'il n'y avait plus qu'une voiture, là aussi il a fallu y aller à l'économie, ménager le véhicule pour qu'il puisse aller au bout du tournage. On termine cette vidéo avec les motos, notamment celle de GT Max. Bon, là, j'ai pas grand chose à vous dire en vrai, c'était des motos quasiment neuves.
Une moto, ça coûte pas très cher, un peu moins de 10 000 balles. Quand on rapporte ça au budget du film, c'est pas grand-chose. Et en plus, une grande partie des motos a été prêtée par Yamaha. Mais c'était pas des mulets, c'était plutôt des modèles d'exposition. Donc ouais, désolé à tous ceux qui ont pleuré en voyant ce short, effectivement là pour une fois, les cascadeurs ont bien fait du mal à des motos quasi neuves. Et si vous voulez voir comment on a détruit ces motos, c'est exactement le sujet de notre précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir et à aller pleurer dans les commentaires, c'est tout bénef pour moi.